Salut à tous, nous sommes la famille. De Miss TV. En Autriche. Au Royaume-Uni. Au Mexique. De la Slovaquie. Et en France, bien sûr. À quel point pensez-vous que la Biennale puisse contribuer à sensibiliser le public sur la nécessité d'architecture? Et quel public pensez-vous ou espérez-vous toucher en particulier? Moi, je pense que bon, l'architecture, c'est toujours l'architecture, c'est-à-dire c'est une discipline, c'est quelque chose on a des outils, on a une culture, c'est un métier. Bon, ça intéresse évidemment les gens de manière un peu plus précise, les architectes. Mais l'idée, moi, je trouve très intéressante dans la Biennale, d'ailleurs qu'on voit dans d'autres pavillons, c'est que ça replace en fait cette activité singulière, l'architecture, dans un contexte plus large. Et du coup, ce qu'on espère, en tous les cas, notamment dans le pavillon, c'est de capter l'attention de gens qui ne sont pas forcément architectes. Et c'est pour ça qu'on a choisi, notamment dans les dessins qu'on montre, mais aussi dans les reportages, on a repris littéralement presque l'idée de reporting from the front, donc pratiquement des reportages où on entend des habitants, où on entend des entreprises, où on entend des élus parler de la transformation de leur logement ou de leur village ou de leur ville, de leur paysage, etc. De manière engagée, c'est leur question. Donc les 22 projets qu'on présente, c'est 22 histoires et 22, on trouve, nous, de manière assez émouvante, presque quand on les entend, 22 belles histoires. Quelles sont les similitudes que vous pouvez retrouver dans votre propos et celui d'Aravena, au-delà des frontières? En visitant, moi j'ai fait plusieurs fois la visite des autres pavillons, on a trouvé qu'il y avait une question assez intéressante sur la question de la facture de l'architecture. C'est-à-dire la provenance des matériaux, la façon, les process de fabrication aussi, et puis qui tend vers une économie de moyens presque minimum. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'Espagne a gagné, puisque finalement leurs travaux c'était de faire de l'architecture avec très peu de choses. C'était une brique sur une brique, c'était un élément d'acier et de métal. Mais chez nous aussi, on voit que certains architectes sont d'une manière assez engagés vers une économie de moyens sur la fabrication de leur architecture. Je complète. Ce qu'on reconnaît aussi de commun avec le propos d'Aravena, c'est d'une part l'engagement de l'architecte, c'est-à-dire que l'architecte prend la parole et prend position sur des sujets de société et n'est pas simplement un créateur isolé dans sa bulle. Ça, je pense que ça a l'air facile, ça a l'air évident et facile à dire, c'est une chose très importante. Et puis le fait que l'architecture, à un moment donné, répond à une question avec ses propres outils aussi. Donc c'est pour ça que l'exposition qu'on a souhaité faire, c'est une exposition d'architecture. On a fait des maquettes, des dessins, on montre des projets réalisés. On parle d'architecture, c'est pas simplement en fait des chiffres, des prises de parole. C'est-à-dire que la prise de parole, quand on est architecte et qu'on veut prendre la parole sur la question de la société, sur des sujets communs, on le fait avec nos outils. C'est-à-dire on le fait en montrant en donnant des preuves quelque part. Il faut donner des preuves. Et les preuves, c'est les projets, une fois qu'ils sont faits. Je pense que ça, c'est une chose très forte dans le propos d'Aravena qu'on partage complètement. Alors justement, est-ce qu'en un sens, vous pensez que l'architecte prend la place du politique laissée vacante en termes de concertation? Est-ce que vous pensez que cela devrait devenir une de ses nouvelles missions? Justement, notre propos, c'est que l'architecte, il n'est pas plus que les autres messianiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour résoudre à lui tout seul en fait, l'ensemble des questions. Moi, je pense que la question politique, elle est d'abord citoyenne, mais ça veut dire qu'en tant qu'architecte, on est aussi citoyen, et donc on a aussi un rôle à jouer, à la fois comme professionnel, mais aussi comme citoyen, c'est les deux. En gros, la question de la concertation, c'est une question qui est politique, que l'architecte ne peut pas pallier en fait, le manque de débat. Ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'architecture, c'est l'occasion d'un débat. Donc c'est une chose stimulante pour la démocratie. Ça, c'est un propos très positif et on le voit bien dans les exemples là, de l'exposition. À un moment donné, en fait, il y a des gens qui se rencontrent, qui prennent des décisions, qui débattent. Et ça, c'est l'exercice de la démocratie. L'architecte stimule ça.
Le thème du pavillon français est nouvelle richesse. Pensez-vous que l'architecte doit devenir un chercheur d'or? Alors, si l'architecte doit devenir un chercheur d'or, c'est pas vraiment l'idée de... Enfin, on va dire oui, en fait. C'est-à-dire que peut-être. C'est-à-dire que l'idée de nouvelle richesse, c'est quand même de dire que par l'architecture, on crée... Il y a quelque chose de plus que le bâtiment, quoi. Il y a le bâtiment, ça c'est le travail d'architecture, mais il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'après, il y a des choses qui restent. Des exemples pour être concrets, par exemple, quand on parle de Tendon, en fait, le village dans les Vosges, là, où à un moment donné, il y a un projet, il y a une demande qui est simple, il y a un programme, c'est une salle d'accueil périscolaire, je dirais très classique, donc entre l'avant et l'après. Avant, il n'y a pas de salle périscolaire, après, il y en a une. Bon, ça, c'est l'architecture, je dirais, la manière ordinaire de faire l'architecture, mais en plus, il y a une filière de scierie, etc., qui est renouvelée, qui est dynamisée, en fait, par ce projet, qui est expérimental et qui consiste à, quelque part, relancer cette filière. Donc ça veut, en gros, le projet d'architecture, il a non seulement répondu au programme quelque part, mais en plus il a eu une réponse économique. Il y a un gain économique à la fin. Mais il y a aussi quand les gens se rencontrent et que tout d'un coup le lieu, sur les Hauts de Rouen par exemple, les 300 logements habilités, quand on entend le gardien d'immeuble dire que depuis qu'il y a eu le projet, les gens se parlent, que lui travaille plus mais qu'il le fait avec plaisir, etc. Ça c'est un gain aussi, c'est aussi une richesse, c'est-à-dire qu'il y a un gain qui est au-delà de simplement dire il y a un espace qui a été créé pour répondre à un besoin. C'est quelque chose de plus et ça c'est absolument fondamental, y compris en tant qu'architecte, de se mettre dans cette dynamique-là. Pourquoi avoir choisi d'organiser le pavillon avec un si grand nombre de commissaires? Pour porter l'idée qu'on souhaite défendre, de l'intérêt commun, en gros quelque part à un moment donné de réduire un peu la place de l'ego, de l'architecte égotique, quoi. Le fait d'être plusieurs, c'est déjà manifeste. Et puis c'est aussi beaucoup plus riche, quoi. On a fait des choix collectifs, on s'est réparti les dessins, on a écrit des textes à plusieurs. Donc il y a une vraie production commune qui, sur un sujet comme celui-là, très politique, ça me paraît nécessaire en fait, voilà, de ne pas avoir un point de vue qui soit porté par une seule tête, mais d'avoir un point de vue qu'on peut défendre collectivement. Voilà. Comment fait-on pour remettre la qualité architecturale et urbaine au cœur du débat dans un contexte de privatisation important de la commande? C'est une question difficile. C'est pas forcément contradictoire. Moi, je pense que quand on voit l'histoire des villes et l'histoire de l'architecture, il y a des villes absolument magnifiques. Enfin, c'est quand même en général l'investissement privé qui fait les villes depuis des siècles. Donc la question n'est pas forcément là. La question est plutôt, en particulier en Europe, où on a une tradition assez forte on va dire, de compensation et d'équilibrage entre la puissance publique et les intérêts privés. Que cette tradition-là, elle est en train elle est considérablement fragilisée. Et on sent bien que le premier réflexe des investisseurs, c'est pas forcément d'avoir une qualité à long terme. La question du court terme, en fait, qui prend le dessus, pose une vraie question pour l'architecture. Et la nécessité de compenser, en fait, cette tendance au court-termisme par des politiques publiques, quoi, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, par des politiques publiques et par une pression citoyenne, c'est-à-dire un relèvement de l'exigence de chacun sur la qualité des lieux qui sont autour, est absolument fondamental. On voit bien, là, j'en ai parlé hier, mais dans les débats à l'Assemblée, quand on voit les sénateurs qui en gros font échec à une proposition de loi qui consiste à rendre obligatoire les architectes, mais aussi les paysagistes, c'est-à-dire des professionnels compétents dans l'aménagement pour faire des lotissements et faire l'aménagement en fait de quel que soit le contexte, hein. Alors que pour l'instant c'est fait en dépit du bon sens, que tout le monde le reconnaît, mais c'est aussi ça, c'est triste, mais ça veut dire que notre capacité citoyenne en fait d'imposer un niveau de qualité minimal et une vraie réflexion, elle n'est pas encore complètement mûre. Alors nous on est positif, on montre des très bons contre-exemples, enfin, là il y en a beaucoup, ce qu'on a aussi montré dans le terreau, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique très forte là-dessus, mais on sent bien que c'est très fragile. Donc le propos de l'expo, c'est aussi de dire, avec un peu d'attention, ce qu'on a dans la première salle, avec un peu d'attention, en fait, le paysage, le territoire dans lequel on habite, quel que soit son contexte, il peut être beaucoup mieux, quoi. Et ça, c'est quand même une question d'architecture. Voilà. Quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants aujourd'hui?
Alors ce qu'on montre dans l'exposition, déjà, c'est que les écoles d'architecture sont pionnières. C'est-à-dire que très souvent, il y a un certain nombre de sujets sur l'habitat précaire, sur l'informel, sur le rural, sur le périurbain, il y a toute une, même y compris sur la question de la matière, sur la question du lotissement, densification du lotissement, sur les nouvelles, on va dire l'expérimentation liée aux matériaux. Et ça veut dire que les étudiants, ils sont déjà dans des sujets de demain, quoi. Ce qu'ils font dans les écoles, c'est très souvent une préparation des sujets sur lesquels ils vont travailler. Donc moi, je pense qu'il faut ça y croire très fort, parce que les écoles contribuent et les étudiants contribuent beaucoup à ça. Mais ce qui compte, c'est d'arriver à être très réactif, très conscient de quelles sont les problématiques du moment, quel que soit son âge. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, j'ai aussi un conseil aux gens qui ont 60 ans, hein, et qui le font très bien d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'engagement avec ces outils. Donc quand on a 40 ans d'expérience ou quand on a 2 ans d'expérience, sur les questions du moment, en essayant d'anticiper le plus possible. Je pense que ça, c'est la réalité pour chacun d'entre nous, professionnellement.